Radio Grand Lac, la radio Grand Angle. Grand Angle. Marie-Pierre vous emmène sur le trottoir d'en face. Et voilà, bonjour à tous. Merci d'être là à l'écoute de Radio Grand Lac. J'anime aujourd'hui cette émission, le trottoir d'en face, pour vous présenter, et si vous ne l'avez pas encore entendu au mois d'octobre dans la chronique des transitions, aujourd'hui je reçois Laurence Paris. Bonjour Laurence. Bonjour Marie-Pierre. Et un grand merci à toi de m'inviter à nouveau à ce micro. C'est un vrai plaisir. Et en plus, tu m'as commandé le soleil. Merci. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance aujourd'hui. Et on va en profiter du soleil. J'ai ouvert tous les volets, toutes les fenêtres. Voilà, alors bienvenue à vous qui nous écoutez pour parler d'éducation. Puisque Laurence, tu es consultante en éducation et c'est tout un programme. Tout un programme. Alors raconte-nous ton parcours. Tu l'avais déjà évoqué lors de la précédente émission, mais vas-y, oui. Je te laisse à nouveau nous dire comment tu en es arrivée là. Ok, merci Marie-Pierre. Alors effectivement, tu parles d'un parcours, c'est un parcours tout à la fois personnel et puis professionnel. En réfléchissant en amont de cette réunion, de cette animation, je me suis rendu compte que depuis le tout début de mon activité professionnelle, qui remonte à 1988, puisque c'est l'année où j'ai quitté l'école, je me suis rendu compte qu'il y avait un fil conducteur, un fil rouge, qui est l'humain. J'ai toujours travaillé dans des activités qui me mettaient en relation avec l'autre. D'abord l'adulte, j'ai commencé à travailler dans des entreprises privées et j'ai travaillé dans des cabinets de recrutement ou des agences d'intérim. Donc on était déjà dans la relation à l'autre. Et encore une fois, en faisant rétrospectivement un retour sur ce que j'avais vécu, je me suis rendu compte que ce qui m'avait toujours animée, c'était de faire en sorte que l'autre se sente à l'aise, se sente en confiance. À l'époque, dans mon premier travail, je faisais passer des tests, en fait. C'était beaucoup la mode à l'époque. On faisait passer des tests, et puis des tests de recrutement, et puis des entretiens. Et je me souviens que les candidats, moi j'en ai passé d'ailleurs pour intégrer cette structure, et c'est un stress. On est 25 dans la salle, il y a une compétition, voilà. Et quand j'ai été recrutée, j'avais d'abord un poste d'accueil, j'avais à cœur le temps de l'attente, de mettre les gens le plus à l'aise possible. Et j'avais, je crois, compris intuitivement que quand on essaye de mettre les gens en confiance, quand on les rassure, on leur permet d'accéder à leur vrai potentiel. Et en fait, c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Excellent. Merci à toi. Déjà, tu places le lien, l'importance du lien. Oui. Entre nous, entre humains. Oui, tout déjà à fait. À l'intérieur de soi. Ça, tu vas pouvoir nous en parler. Oui. et puis avec l'autre. Oui. Il se crée quelque chose. Et toi, tu es experte vraiment dans la relation. Comment les relations peuvent se tisser, s'améliorer. Oui. Comment on peut mieux communiquer entre nous. Sur mon site internet, j'ai sur la première page emprunté à Claudie Ramon, qui est une analyse transactionnelle, une phrase qui est la suivante: l'éducation est relation. Et effectivement, dans la relation se passe déjà beaucoup de choses. Se passe le regard porté sur l'autre et l'attention qu'on lui porte. Donc, dans ce parcours professionnel, il y a eu ce premier temps, effectivement, en entreprise. Et puis, je suis arrivée dans une région où j'ai passé beaucoup de temps, qui est le Doubs, la Franche-Comté, et plus particulièrement dans le département du Doubs. Et c'est à ce moment-là que s'est faite ma rencontre avec l'Éducation nationale. Je cherchais un emploi et puis j'ai été contactée par Pôle emploi pour occuper des fonctions d'enseignante. Un métier auquel je n'avais pas pensé, j'en avais pas envie, j'avais pas fait la préparation. Et puis à l'époque, on recrutait des maîtres auxiliaires, l'équivalent en quelque sorte des vacataires aujourd'hui. Et je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai commencé comme ça, comme maîtresse auxiliaire à l'Éducation nationale dans un lycée professionnel en zone d'éducation prioritaire. 10 jours après la rentrée, j'ai été assez vite mise au parfum. Et en fait, j'ai aimé. J'ai aimé cette relation aux jeunes. Et ce qui m'a vraiment motivée, c'est ça, c'est de les prendre là où ils étaient et d'essayer à travers un programme de les amener là où ils pouvaient aller eux. Et si possible, vers la réussite, bien entendu.
Oui, c'est ça. Donc vraiment le souci que tu as, que tout le monde soit OK, que tout le monde puisse être tel qu'il est au moment où il est là. Alors j'aime beaucoup, comme tu le dis, Marie-Pierre, que tout le monde soit OK, parce que ça, c'est une expression qu'on utilise beaucoup en analyse transactionnelle, puisque c'est la théorie sur laquelle je m'appuie et la certification que j'ai entreprise. Et effectivement, l'analyse transactionnelle repose sur cette notion d'OKness, c'est-à-dire que chacun a de la valeur. Ah. Et que cette valeur, elle lui permet d'être qui il est ou qui elle est. Elle lui permet aussi de penser par lui-même, de choisir en conscience, de devenir autonome et de devenir libre et acteur de son changement. Donc j'aime beaucoup cette expression d'être OK. Être OK, oui, on pourrait traduire être d'accord avec qui je suis, Oui. avec ce qui m'entoure, avec ce qui m'arrive. Oui, d'abord avec qui je suis. Parce qu'effectivement, quand on est en conflit intérieur avec soi, c'est compliqué d'être relationnellement bien avec les autres. Parce qu'on est déjà préoccupé par ce qui nous anime. Et on l'est tous. Et on traverse tous des périodes dans sa vie où on a des préoccupations, alors qui nous viennent peut-être de l'extérieur, mais qui viennent nous toucher nous intérieurement. Et quand on arrive à être OK, alors on l'est pas toujours, on l'est pas de façon constante, mais on l'est à certains moments et c'est heureux, on arrive d'autant mieux à être en relation avec les autres. Je sais pas si tu observes, mais souvent dans les relations de violence, il y a d'abord, ou d'agressivité, il y a d'abord le besoin de se protéger soi. Et parfois, pour se protéger, on attaque. Donc cette idée d'être OK, c'est cette idée d'être soi, comme on est, avec sa part de lumière. Aujourd'hui, on a un grand soleil, mais aussi avec sa part d'ombre, et puis de cheminer avec cet ensemble dans un environnement auquel on appartient. C'est-à-dire les autres, ses proches, les gens qui sont un peu plus éloignés de nous, la nature, l'environnement, la société, le monde, dans cette globalité. Et c'est un challenge, hein? Bah oui. c'est notre boulot de tous les jours. Ouais. Comme tu dis, c'est fluctuant. Et en même temps, le paradoxe, c'est grâce à l'autre, quand je vais rencontrer l'autre, que je vais pouvoir en même temps me relier à moi, à ce qui m'anime, et donc à lâcher, peut-être aussi à devenir OK Ouais. avec ce qu'il arrive, avec ce que je ressens à l'intérieur. Ouais. C'est dans le partage, c'est ce lien à l'autre qui permet aussi de revenir à soi. Oui. Que si on n'est que tout seul, à l'intérieur de soi, bah, il y a un moment, on va s'épuiser. Ça suffit plus. Voilà. Ça suffit plus. On est reliés les uns aux autres. On est tous reliés. Et quand tu dis lâcher, c'est pareil, ça fait un écho vraiment très fort chez moi. J'ai passé beaucoup de temps, les gens me disaient, il faut lâcher, il faut lâcher. Oui, il faut lâcher. Et comment on lâche? Comment? Et c'est tout un chemin aussi que d'apprendre à lâcher. Alors, lâcher, moi, finalement, aujourd'hui, je me dis, dans la réflexion qui est la mienne, c'est peut-être accepter ce qui est. Ça semble très simple à dire comme ça. Ah oui. Et ça n'est pas, enfin, de mon point de vue, ça n'est pas aussi simple que ça, d'accepter. Parce qu'on est animé par des résistances très fortes qui nous appartiennent ou qui peuvent même venir d'ailleurs, par des croyances, par une éducation, hein, où on nous a appris à nous comporter de telle et telle façon. Voilà. Et quand on chemine et qu'on essaye d'être OK avec soi, on aborde ces points-là. Et on se rend compte de comment on a été effectivement dans une famille, dans un environnement, à l'école, je peux en parler assez facilement, comment effectivement il y a une condition, on est conditionné. Et que ça nous aide aussi à traverser les années, les situations, les événements. Mais il arrive un moment dans son existence où on peut s'accorder le fait de revisiter tout ça et de se dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je peux momentanément lâcher, déposer, et ce vers quoi j'ai envie d'aller. Et c'est là où pour moi, il y a des phases d'acceptation. Moi, je dirais qu'en ce qui me concerne, ça n'arrive pas comme ça tout d'un coup. C'est comme un peu les marches d'un escalier, avec des paliers. C'est ça. À certains moments, le palier, il est utile pour souffler un peu. C'est le cheminement. Cheminement, oui. Ça chemine, pas à pas. Ah oui. C'est les passages. Oui, un jour on m'a dit, pour aller d'un point à un autre, chaque pas compte. T'as déjà essayé de cheminer à cloche-pied? On se fatigue très vite. Si tu veux escamoter un pas, tu te fatigues très vite avec le risque d'accident. J'aime bien cette métaphore. En analyse transactionnelle, on utilise aussi beaucoup la métaphore, parce que c'est visuel, c'est parlant, tout le monde sait ce qu'on dit.
Et effectivement, un pas après l'autre. Pas trop vite, à son rythme. Eh bien, nous allons respirer dedans. Qu'est-ce que t'en penses si on fait une petite pause? Oui, on a commencé fort. Hein. Oui, on est direct dans le sujet. Ah, alors, si on commençait par Benabar. Allez. Benabar, l'effet papillon. J'adore. Voilà, c'est parti. Radio Grand Lac sur 88 FM. 88 FM. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac sur le 88 FM, en direct dans le studio avec Laurence Paris, consultante en éducation. Nous étions en train d'évoquer donc l'accueil et l'acceptation. Et donc, c'est déjà tout un programme, puisque ça demande à être beaucoup à l'écoute de soi. Donc ça, des fois, maintenant, je trouve que ça s'apprend de plus en plus. Oui. En tout cas, c'est plus un tabou. Ça s'accompagne, en tous les cas. Voilà. Et c'est là où toi, tu interviens, où tu peux vraiment accompagner des personnes en individuel. Alors, on va parler un peu de ce que tu proposes. Ton activité, elle est orientée dans des ateliers, dans des accompagnements individuels. Oui. Elle est aussi, tu fais des conférences. Oui, voilà. Et puis tu as créé un outil magnifique qui est le Tipeee. On va en parler après. Oui, effectivement. J'ai développé dans plusieurs directions. Mon objectif premier, c'était d'accompagner en individuel. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que pour moi, ça ne suffirait pas. C'est pour ça que j'y ai adjoint d'autres activités. Oui. Donc, si on parle de l'accompagnement en individuel, il se fait par des séances de coaching, où là, effectivement, par le biais de questions, j'amène la personne à s'accepter telle qu'elle est, et puis surtout, déjà à se comprendre, à se décoder en quelque sorte. Hein. C'est quand on a une difficulté, alors ça peut être relationnel avec un de ses enfants, une difficulté d'autorité, un problème lié à l'école parce qu'on se fait du souci. Les parents à ce moment-là m'appellent, soit pour eux, soit pour le jeune. Et dans le cheminement que l'on fait ensemble, côte à côte, moi je n'apporte pas de conseils, mais j'amène la personne à se questionner, à faire le point. Qu'est-ce qui va pas? Et là, ce qui m'intéresse moi le plus, c'est pas tant ce que la personne me dit, c'est comment elle me le dit. Si la personne me dit ah oui, mais ça va très bien de ce côté-là, et que je vois dans le regard quelque chose qui me dit l'inverse, ou dans la voix, à ce moment-là, je vais plutôt m'orienter dans cette direction-là. En fait, moi, j'ai envie de dire que j'accompagne la personne à mettre la lumière sur sa zone d'ombre. Et petit à petit, on fait ce qu'on appelle en analyse transactionnelle une décontamination, ça parle assez. C'est-à-dire que j'aide la personne à débroussailler le terrain, à y voir un petit peu plus clair, pour faire émerger le vrai problème. Parce que quand on arrive en coaching, et moi je le vis et je le vis en supervision, puisque je me fais superviser, on arrive toujours avec une demande qui n'est pas la demande réelle, mais qui est la face émergée de l'iceberg. Donc voilà, on chemine pas à pas au rythme de la personne, et puis on accompagne par un questionnement, et la personne trouve ses propres réponses et trouve l'axe dans lequel elle veut aller. Avec un objectif qui est déterminé au début, bien sûr, on va pas comme ça n'importe où. La personne me dit voilà, j'aurais besoin de ci, ma demande elle est là, et j'aimerais qu'à telle échéance, je vois déjà du changement. Voilà. Ok, donc ça c'est dans le cadre d'un accompagnement individuel. Voilà. Dans des ateliers, comment ça se passe? Dans des ateliers, alors souvent quand j'anime des ateliers, ils sont en fait le résultat d'une demande qui m'est faite par une structure. Par exemple, je travaille avec des structures, centres sociaux, MJC, et on peut me demander d'animer par exemple une soirée parentalité autour de l'autorité et ses limites. D'accord. Donc mon premier travail consiste à contractualiser avec la structure. Qu'est-ce que la structure en attend? En analyse transactionnelle, on contractualise beaucoup. Pourquoi on contractualise? Parce que plus on est clair dans les demandes, dans les attentes, dans les besoins, moins on a de risques de déception et de retour style « mais c'est parce que je vous avais demandé », etc., qui nous amènent à des jeux psychologiques en analyse transactionnelle. Donc je commence par contractualiser, on se met d'accord sur le volume, le tarif, le public visé, la durée, etc., et ensuite moi je travaille à la maison, mes ateliers. Alors, ce que j'aime mettre dans les ateliers, c'est de la convivialité, c'est de l'authenticité,
et des temps de réflexion personnelle, des temps de réflexion à deux, et puis du mouvement. Voilà. Et puis j'aime beaucoup le jeu. Voilà. Donc c'est pas rare que je crée quelque chose qui matérialise une pensée, une idée, pour que les gens puissent avoir quelque chose de concret. C'est plus facile d'ancrer quelque chose quand on a une carte, quand on a quelque chose de visuel. Oui. Aussi. Oui. Donc ça pour les ateliers. Oui, alors les ateliers, tu peux les faire dans des écoles, tu peux les faire aussi avec des enseignants. C'est-à-dire, tu vas pas t'adresser que, par exemple, aux élèves ou aux enfants dans un centre culturel. Tu vas t'adresser aussi dans la structure. Oui, tout à fait. Voilà. Je peux accompagner à la fois des particuliers, je peux accompagner également des professionnels. Et ça, c'est aussi l'axe dans lequel je me développe, puisque ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'accompagner le professionnel. Alors, quand je dis le professionnel, tu as parlé d'enseignants, par exemple. Tu as parlé on peut aussi parler d'animateurs jeunesse, ceux qui sont en lien, dans les centres sociaux, dans les MJC. Ça peut être les directeurs de structure également. Je suis aussi sollicitée pour réfléchir pour les assistantes maternelles. En fait, pour tout professionnel qui se questionne sur sa posture et sa relation, soit directement à l'enfant ou au jeune, soit sur sa relation et à l'enfant et à sa famille. D'accord. Voilà. Comment je fais quand je suis face à une difficulté ? Comment je réagis quand, avec mon collègue, je sens qu'il y a une tension ? Quand je me sens démunie, c'est que moi-même, je manque de ressources. Voilà. Donc, j'accompagne ces professionnels également. Oui, ça fait penser en fait à l'approche systémique. Oui. Qui aborde justement... Oui, même si moi, je fais pas exactement ça, puisque je ne suis pas formée. Il y a vraiment des formations très spécifiques, rigoureuses. Il n'en demeure pas moins que dans le champ, en analyse transactionnelle, Eric Berne, qui est le père fondateur, il a développé une théorie des organisations et j'ai suivi effectivement des formations dans ce sens, sur la gestion du groupe, la compréhension de ce qui se passe entre un leader, un groupe, etc. Ouais, excellent. Ok, donc les enseignants, donc ça peut être aussi les CPE, j'ai bien compris. Ah oui. Ça doit être tout le personnel éducatif. Voilà. Un bon support pour eux justement de réflexion et de création. D'outils, de dispositifs peut-être auprès des jeunes. Oui, parce que là aussi, quand j'accompagne des équipes, l'objectif c'est pas d'apporter moi la solution. Je ne l'ai pas. Je ne suis pas dans la structure, j'interviens comme un regard extérieur et comme quelqu'un qui va permettre à l'équipe de prendre de la distance, de repérer les dysfonctionnements éventuels et de voir comment et quelles sont les solutions qu'on peut mettre en œuvre avec toujours pour moi l'objectif que ça profite aux jeunes. Parce que in fine, c'est le jeune qui m'intéresse. Et oui, là, ce que tu me fais remarquer par rapport à un de tes objectifs très importants, qui est de développer l'autonomie chez le jeune. Oui. Mais tu as aussi cet art de pouvoir développer l'autonomie donc dans l'équipe éducative qui peut l'entourer. Oui, c'est essentiel. Voilà. C'est essentiel parce que apprendre à un jeune à développer l'autonomie quand soi on n'incarne pas ça, ça me semble un exercice périlleux et compliqué. Oui, donc c'est éduquer au niveau supérieur quelque part, entre guillemets, pour que justement les retombées, l'impact puisse aller jusqu'aux jeunes de façon la plus bénéfique et favorable. C'est ça. In fine, j'ai toujours en vue, à l'horizon, pour moi, c'est le jeune. Parce que de mon point de vue, nous les adultes, nous avons, c'est ce que j'avais déjà dit quand j'étais venue, mais je le redis à chaque fois, il me semble que nous avons cette responsabilité d'accompagner les jeunes. Pour le coup, je prends la métaphore du tuteur. Et j'observais ce matin une de mes plantes à laquelle j'ai mis un tuteur et je vois bien comment la tige, elle peut parfois se rapprocher, s'appuyer un temps, s'éloigner, revenir. Et les jeunes, c'est ça. Nous avons à leur permettre de grandir parce que c'est eux qui font le chemin de grandir, mais de temps en temps, régulièrement, ils ont besoin de ce tuteur et un tuteur, ça doit être solide. Et oui. Et donc, c'est important aussi pour toi de le renforcer. En fait, tu peux être là justement pour qu'il aille chercher ses ressources. Le tuteur, oui, tout à fait. Oui, parce que moi, je rencontre beaucoup de parents, je trouve qu'ils sont
en profond questionnement et qui perdent confiance en eux. Alors qu'en fait, tout le monde a du potentiel et les parents connaissent leurs jeunes. Mais peut-être parce que la société dans laquelle on vit est une société de performance, peut-être qu'on en arrive à vouloir être des parents absolument parfaits, irréprochables. Mais on peut pas, c'est impossible. Et puis c'est pas aidant pour le jeune. Par contre, savoir qu'on a ses propres ressources, qu'on peut s'appuyer dessus et qu'à certains moments, sur une thématique particulière ou quand il y a un conflit un peu plus important, on puisse passer le relais. C'est ça aussi, éduquer. C'est de temps en temps accepter que ça va relever d'une autre personne que moi. C'est un petit peu ce que les parents d'enfants qui rentrent à la maternelle doivent accepter. C'est qu'on les a eus proches de nous, et puis d'un seul coup, ils vont rencontrer d'autres personnes, et d'autres personnes sur leur chemin vont leur apprendre des choses que nous ne leur apprenons pas. Mais c'est super, ce collectif. Et oui, et en même temps, c'est tout ça le jeu du lien dans le collectif, oui. C'est garder mes propres appuis, mes propres valeurs, les transmettre bien sûr à mon enfant. Mais il y a des fois, je peux me sentir démunie oui. de par les nouvelles technologies, de par oui. la vitesse à laquelle vont les informations maintenant, oui. par tous les réseaux. On peut pas tout savoir. Et cette peur, enfin, l'angoisse, moi je la sens chez certaines mamans ou même papa. Bien sûr. Que là, je perds le contrôle. Oui. Et comment être aidée? Donc, c'est ce que toi, tu peux proposer grâce à l'analyse transactionnelle, grâce à ces ateliers ou bien ces coachings en individuel. Et je constate parfois qu'il y a encore, pour certaines personnes, un tabou à dire « j'ai du mal, je suis en difficulté, c'est compliqué en ce moment ». Et dans les ateliers, il se passe ça. Il se passe le phénomène qu'en fait, on se reconnaît dans l'expérience de l'autre, et j'entends les mamans, les papas dire « Ah, pour vous aussi c'est compliqué » ou « ça l'a été »,« Ah, et comment vous avez fait ?» Et de pair à pair, PAIR, c'est plus facile parce qu'en fait, c'est pas un professionnel qui sait. Et en fait, le professionnel, il sait parce qu'il est formé, mais il sait pas pour la personne. Et c'est ce qui se passe dans les ateliers, c'est ce partage. Et le fait qu'on se reconnaît appartenir à la communauté des parents qui parfois, sont en difficulté. Et puis on a le droit à certains moments d'être fatigué, d'être un peu dépassé. Et je trouve que ce qui est assez difficile, c'est quand même d'apprendre aux gens à demander du soutien. Mais je trouve qu'aujourd'hui, toutes les structures, parce qu'on parle des parents, mais tous les systèmes peuvent être impactés par ce sentiment que ça nous échappe. Enfin, il y a de l'énergie, il y a du temps, il y a des valeurs qui nous échappent. Et donc là, c'est important d'être aidé. Oui, et puis on vit dans un rythme où on enchaîne les événements, les activités, le quotidien, la semaine, le week-end. Et puis, il y a des choses qui nous échappent et c'est complètement normal. Oui, et donc c'est légitime de se sentir dépassé ou de se sentir démuni ou de sentir que là, j'ai besoin d'aide. Alors, je vais parler pour moi. Je l'ai été à certains moments. J'ai élevé mes enfants presque seule. Il y a eu des moments où, quand j'étais chef d'établissement adjoint, que je faisais des journées extrêmement longues, je passais à côté de certaines choses et je me sentais démunie, bien sûr. C'est pas par hasard si aujourd'hui j'ai décidé de faire ce métier, parce qu'effectivement, je pense que les difficultés que peuvent rencontrer les parents, elles relèvent pas toutes du champ de la psychothérapie. Elles relèvent parfois simplement d'un besoin de reprendre confiance en ses capacités de parent. Et oui, et ça passe par l'écoute, ça passe par de l'attention, oui, ça passe par de la bienveillance. Oui. Et nous en avons besoin. Et les équipes en ont besoin aussi. Oui, tout à fait. Le monde qui souffre, il est aussi là. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est très, très important. Et puis de se relier les uns aux autres au sein même des équipes. Et de ne pas s'observer. Moi, ce qui m'a vraiment frappé quand même dans mon parcours, c'est cette difficulté pour un certain nombre d'enseignants de dire leurs difficultés de gestion de classe, comme si c'était un déshonneur, comme si c'était, mais ça ne remet pas en cause la personne. Et alors parfois, ils venaient m'en parler, ou ils en parlaient à un collègue en qui ils avaient confiance, mais en salle des professeurs, ça se disait pas trop, comme si je savais pas faire.
Mais c'est pareil quand on débute une carrière, qu'on est jeune enseignant, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire. Et c'est l'expérience qui apprend aussi. Très bien. Nous allons faire une pause. J'ai envie d'écouter Barueco. Oui. Tu nous parles de quelque chose qui a besoin d'être mis dans une perspective, quelque chose de plus grand que nous. Barueco qui chante Rêve debout. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. 88 FM. 88 FM. Nous avons été emportés par Zaz. On avait tellement envie de joie, d'amour. Voilà, le soleil est là, Laurence aussi. Et il fait beau aujourd'hui. Et nous partageons donc autour de ton activité, Laurence, qui est passionnante, hein, évidemment. Nous étions en train d'évoquer donc qu'est-ce qui motive, développer l'autonomie. Donc c'est vraiment quelque chose dans laquelle tu t'inscris très fort de par tes formations et de par ton expérience professionnelle. Oui. Aussi. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce qui motive donc cette activité? Toi, tu es pour créer du lien et donc tu as aussi créé des conférences et un autre outil, le Tipeee, parce que tu es animé par le jeu. Tu aimes bien jouer. Alors oui, j'aime bien jouer et puis je me suis rendu compte en fait que j'aimais beaucoup créer. Parce que ça développait chez moi un potentiel qui était sans doute resté quelque temps enfoui et qui m'amuse en fait et qui me divertit. Et je me suis aussi rendu compte que j'avais exercé des métiers à forte responsabilité. Parce que quand on est chef d'un établissement et qu'il y a 500 élèves, c'est la sécurité au quotidien d'abord. Il faut veiller à tout. Il faut veiller au personnel bien sûr, etc. Donc l'espace joie, l'espace créativité, je vais pas dire qu'il n'existe pas, mais il est un peu restreint. Et depuis que j'ai créé cette activité en indépendante, finalement, ce que j'aime, c'est ça, c'est la créativité. Donc, alors, aux côtés de ces ateliers, j'ai créé un cycle de conférences qui s'appelle Parentalité et scolarité. Et ce cycle de conférences, l'objectif, c'est encore une fois de permettre aux participants d'avoir un regard distancié sur sa posture, qui peut être une posture parentale, mais qui peut être également une posture professionnelle et qui peut être une posture d'élève, parce que j'ai déjà eu effectivement dans les conférences des jeunes. Voilà. Et ces conférences sont dites interactives dans le sens où je ne viens pas avec un savoir descendant, je viens avec des observations liées à mon expérience, je viens avec des lectures que j'aime partager parce qu'elles ont été inspirantes pour moi et que je fais l'hypothèse qu'elles peuvent l'être pour d'autres, sachant que chacun est libre de les consulter ou pas. Et puis ce qui m'anime vraiment dans ces conférences, c'est les échanges qui se nouent. C'est-à-dire les questions que les gens posent, les réflexions, ce qui les a amenés ici. Et souvent, ça finit un peu en grande conversation. Oui. Voilà. C'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est encore une fois, peut-être semer des petites graines, et puis certaines poussent, d'autres mettront plus de temps à pousser. Voilà. Très bien. Les objectifs? Alors, les objectifs pour moi, dans tout ce que je fais, on a parlé de l'autonomie, oui. On a parlé effectivement de la réflexion autour de la posture. Moi, je suis très attachée aussi à la communication et à la qualité de la communication. Je pense qu'il y a beaucoup des conflits qui reposent sur la difficulté qu'ont certaines personnes à communiquer. Je prends un exemple entre un parent et un jeune. Je ne peux jamais compter sur toi, tu m'as trahi, je t'avais dit ça, tu ne l'as pas fait. On est dans le reproche et on est dans le tu. D'accord ? Comment moi j'ai formulé ma demande ? Est-ce que j'ai été claire ? Pourquoi j'en arrive à dire que je ne peux jamais te faire confiance ? Il y a sans doute des instants où je peux te faire confiance. Voilà. Mais ça dit aussi de la personne au moment où elle l'exprime. Est-ce que cette personne, elle est pressée par le temps, etc. Donc la communication, ça s'apprend. Je l'apprends aussi, tous les jours. Donc la communication, permettre aux personnes de vraiment développer la confiance en eux. Et qu'est-ce que tu dirais d'une équipe, par exemple ? Ou par exemple, il y a un conflit entre deux, et que par exemple, ils sont 6 dans l'équipe.
Là, tu vas amener chacun à dire je, et peut-être une fois que tu as repéré qu'il y avait quelque chose entre deux personnes, ou peut-être il y a quelqu'un qui va pas oser dire finalement j'ai un souci et j'ose pas le dire, mais je vais le garder pour moi parce que n'importe comment, je vais pas pouvoir lui changer sa posture, elle va rester coincée dans ses schémas, etc. Oui. Donc la première chose qui me paraît important d'installer, c'est le sentiment de sécurité. Oui. C'est de permettre aux personnes effectivement de se sentir à la fois écoutées et en sécurité. Et ensuite, on fait parler les gens sur ce qu'ils ont vécu. Alors, c'est pas forcément en face à face et en direct. Je pense que les gens ont besoin de déposer personnellement ce qui leur arrive et de voir comment c'est venu les impacter eux. Qu'est-ce que c'est venu toucher? Alors ça, c'est un peu compliqué, parce que on entre dans le champ de l'intime, mais l'analyse transactionnelle, c'est aussi une théorie du développement personnel et de la compréhension de ses comportements. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça m'a fait? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Il y a aussi des personnes qui sont coupées de leurs sentiments, qui n'ont pas eu accès ou qui n'ont pas été éduquées dans l'émotionnel, d'accord? Donc on passe par d'autres chemins. Et puis, encore une fois, pas à pas, qu'est-ce que ça m'a fait, comment je l'ai vécu, qu'est-ce que j'ai répondu, quelle autre solution j'ai. Mais à la base, quelle est mon intention? Est-ce que j'ai envie de travailler avec ce collègue de manière efficace? Je suis pas obligée de l'apprécier, C'est ça. mais je travaille, il fait partie de mon équipe. Donc, est-ce que je travaille dans le conflit en permanence? Quelle part j'apporte moi? Parce que dans une relation, quand on est au minimum 2, voire plusieurs, on a tous une part. Donc, qu'est-ce que je fais moi à mon niveau? Et souvent, parce qu'on ne peut pas faire changer les autres. Pas plus ses enfants, son conjoint, ses parents. On ne peut pas faire changer les autres. Je crois que quand on a compris ça, déjà, on a fait un grand pas. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit acceptable pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour me faire respecter? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir ma place? L'occuper? Et puis après, j'ai contribué. L'autre, il prend pas. Mais c'est aussi ça, moi, je l'ai vraiment observé quand on accompagne les gens à prendre leur place et à avoir confiance en eux, ça pacifie les relations. Parce que quand tu dis quelque chose, oui, ok, et puis on apprend qu'on n'est pas aimé de tout le monde. Voilà. Souvent, il y a le désir de plaire. Parce que le désir de plaire, il y a le besoin de reconnaissance derrière. On est tous animés, c'est un des besoins fondamentaux, d'accord? Mais le besoin de reconnaissance, on peut aussi le nourrir par soi-même. Et quand j'ai posé un acte dont je n'ai pas à rougir, quand je suis claire, quand j'ai été la plus explicite possible, quand j'ai apporté ma part, eh bien, j'ai déjà fait une bonne partie du chemin. C'est sûr. Et le reste, je le laisse à l'autre. Parce que le reste, c'est sa part à lui ou à elle. Mais ça passe par de la compréhension, ça passe par de la communication, et puis après par de l'action. Voilà. D'où l'art de se réapproprier le jeu. Et toi, c'est ce que tu invites chacun à faire, tranquillement, en tout cas avec des outils pertinents. Oui, alors effectivement, avec ta sensibilité et ton observation. Oui, en fait, le jeu, et là je pense que tu fais référence au Tipeee, qui est cet outil de communication que j'ai créé, qui a une histoire que j'aime bien partager parce que au départ, il y a 2 ans, quand j'ai créé cette activité, je voulais animer des groupes de parole autour de l'éducation. Mais je n'étais pas connue. C'est difficile de proposer à des personnes de venir parler d'éducation. On le disait tout à l'heure, il peut y avoir un tabou, une peur, même de la honte parfois. Je le vois, certains parents me disent parfois qu'ils ont honte. C'est difficile la honte, pourtant c'est un beau sentiment d'humanité, mais c'est complexe. C'est un des plus complexes, oui. Et à ce moment-là, j'étais en lien avec des personnes qui me disent mais les sujets que tu proposes sont tous très intéressants, mais comment on pourrait faire pour les regrouper? Et c'est en réfléchissant, en me disant mais comment je fais effectivement pour regrouper toutes ces thématiques que ça m'a fait penser au Trivial Poursuite. En me disant mais au Trivial Poursuite, on parle d'histoire, on parle de divertissement, on parle de géographie. Et si tu faisais quelque chose qui te permette d'aborder tous ces sujets.
Et est né ainsi ce Tipeee, donc Tipeee qui veut dire temps d'échange autour de la parentalité, de l'éducation et de l'épanouissement, dans sa version initiale qui s'adresse aux adultes, parents, futurs parents, grands-parents, et puis toutes les personnes qui s'intéressent à l'éducation, et qui se présente, qui ressemble à un jeu parce que il y a des cartes, parce qu'il y a un support qui est très coloré, et parce qu'effectivement on s'échange des cartes. Donc en ça, il ressemble à un jeu. Mais c'est juste, et c'est beaucoup un vecteur de communication, voilà, qui met les gens en lien. Et moi, je l'anime avec le souci, comme je le disais tout à l'heure, de mettre d'abord les gens en confiance quand ils démarrent, c'est-à-dire que on se présente à minima, et puis j'introduis le cadre du fonctionnement, c'est-à-dire entre autres la confidentialité, l'écoute, le respect de la parole d'autrui. On a le droit de pas être d'accord, mais on le formule en des termes respectueux. Et puis après se déroule cet atelier, cette partie avec ce qui facilite en fait la prise de parole, c'est que les personnes qui participent n'apportent pas leurs questions. Elles tirent au hasard une question. Et elles ont le droit de ne pas y répondre. Elles ont la permission de changer de question. Voilà. En tous les cas, tout est fait pour que la personne se sente en confiance et puisse parler, partager. Oui. Et être écoutée, puisque pendant que la personne répond à la question, les autres n'ont pas le droit de l'interrompre. Et ensuite, j'invite les autres participants à faire des feedbacks. Et des feedbacks, tu parlais de bienveillance tout à l'heure. Moi, j'entends beaucoup les gens dire, oh, la bienveillance. Non, moi, je suis pas d'accord. La bienveillance, ça a du sens, mais tout dépend comment on l'utilise. C'est comme le téléphone portable, c'est comme la voiture. Ce sont des outils, tout dépend comment on les utilise. Il y a toujours quelqu'un derrière. Voilà. Donc, avec bienveillance, avec respect, avec authenticité. Et puis, nous, on fait des échanges, puisque c'est aussi l'occasion de partager son expérience, de partager une lecture, une émission. Et puis, j'ai même vu des gens, à la fin d'un Tipeee, s'échanger leur numéro de téléphone et de se dire, on se reverra. Eh ben, tant mieux. Tant mieux si ça se passe en dehors d'un Tipeee. Tant mieux. Voilà. Et ce qu'en disent effectivement les participants, après, c'est, la première chose qu'ils disent, c'est, ça fait du bien. Ça fait du bien de parler. Et puis ça fait du bien de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas tout seul. Mais oui. Et quand il y a des grands-parents, des jeunes parents, c'est super chouette, parce qu'il y a l'expérience de chacun qui parle. Donc en fait, moi je m'enrichis tout autant que les participants. Hein. Et oui. Et puis l'importance, si je peux me permettre, mais c'est vrai que l'importance du jeu dans le collectif, alors le jeu, là je l'écrivais J-E, mais on peut du coup l'écrire aussi J-E, oui. Permet de prendre sa place sans blesser l'autre ou sans avoir intention. C'est vraiment revenir à soi. Oui, tout à fait. Tu fais bien de souligner le jeu J-E, parce que j'ai remarqué que l'usage du « on » est très fréquent. Qui est derrière ce « on » ? Et quand je dis « je parle de moi, de mes ressentis, et un ressenti, c'est pas opposable. J'ai de la peine. Ah bon, t'as de la peine ? Mais oui, j'ai de la peine. Et ça, c'est pas opposable, d'accord ? Ou je me suis sentie pas respectée, etc. Et on apprend ainsi à parler de soi, et déjà à se connecter à ce que je ressens. À partir du moment où je suis connectée, j'ai de la peine, ça demande d'être consolée. Ça demande d'être écouté. Donc la personne va pouvoir dans un second temps formuler un « j'ai besoin de ». Je pense que c'est ça qu'on devrait apprendre aux jeunes. Oui, mais toi, t'as tout le temps un problème, toi. Comment répondre à ça ? T'as tout le temps un problème. Alors, qui le dirait ? Le parent ? Oui, ou un collègue, hein. Toi, t'es toujours mal luné, ou t'as toujours un Qu'est-ce qui te fait dire que j'ai tout le temps un problème ? Parce que t'as tout le temps un problème, pour moi, c'est pas factuel. Quel est le dernier problème auquel tu penses que j'ai dû faire face, ou à quoi tu penses ? Précise-moi. Tu vois, c'est par exemple la question que tu pourrais poser. Précise-moi. J'ai tout le temps un problème. Tout le temps. Ça veut dire que tu m'as jamais vu en situation sans problème. Ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu, en analyse transactionnelle, la grandiosité. Le fait de maximiser une situation. Voilà. Et puis, qu'est-ce que ça fait vivre à la personne si elle pense que t'as tout le temps un problème ? Bah oui. Mais moi, je peux revenir dans mon jeu. J'aurais tendance à lui dire, et toi, ça te fait quoi ? Donc. Oui, par exemple. Toi, tu penses que j'ai toujours un problème.
Mais la personne peut me répondre, oui, je trouve que tu as toujours un problème. Et là, ça recentre aussi, ça donne l'opportunité de se recentrer, même pour l'autre. Oui. Oui, et je trouve que de passer par les faits, c'est quand même très important. Parce que si tu demandes à la personne, alors est-ce que tu peux me donner un exemple? Et si la personne tarde à répondre, c'est peut-être qu'elle n'a pas tant observé, mais qu'elle a un ressenti. Voilà. Et ça dit peut-être d'un lien, d'une qualité de lien entre la personne et toi et l'autre. Voilà. Super. Écoutez, j'espère que tout le monde comprend et tout le monde nous suit. En tout cas, aujourd'hui, on parle d'éducation à l'autonomie, de lien qui fait du sens avec Laurence. Laurence, je crois que tu nous as apporté une musique bien à toi, particulière, parce qu'il est déjà bientôt l'heure de terminer. Oui. Alors, il s'agit de Benjamin. Oui, je me suis donné la permission. Là, nous allons mettre en lien. Oui, je me suis donné la permission, j'ai hésité, et puis je me suis donné la permission de solliciter mon fils Benjamin, qui a choisi la musique comme activité professionnelle, et qui, à certains moments, compose, et qui a composé, puisqu'il est aussi, il joue de la clarinette, et il a composé un morceau qui s'appelle Bagatelle, et qui a été joué par un quatuor de clarinette qui s'appelle Ebony. Donc voilà, j'avoue que j'avais envie de le partager. Oui. Merci à toi Marie-Pierre en tous les cas. Je vous mets en lien, nous mettons en lien Laurence et Benjamin, et tous nos auditeurs et auditrices découvrons Benjamin dans Bagatelle. Bagatelle. Radio Grand Lac, la radio Grand Angle. Grand Angle. Marie-Pierre vous emmène sur le trottoir d'en face. Et oui, c'était très beau. Je dois avouer que c'est assez émouvant quand même. C'est assez émouvant parce que je me souviens de l'époque où il avait 8-9 ans et il prenait sa clarinette 5 minutes avant le cours et puis il la replaçait. Puis pendant une semaine, il jouait pas. Et j'ai été de ses parents qui disaient « Il faut jouer de la clarinette, je vais pas payer des cours à rien. » Et puis, et toute cette difficulté d'essayer d'accompagner sans forcer, parce que je me disais on va pas rendre le cours de clarinette aussi obligatoire. À l'époque, il n'était pas au conservatoire, mais aussi obligatoire que l'école, et de dire j'arrête, je continue, et puis de faire confiance. Et il s'était pas destiné à cette carrière-là, et finalement c'est celle qu'il a embrassée. Sans doute que c'était là pour lui. Et merci Marie-Pierre de m'avoir permis de passer ce morceau. Ah, mais avec grand plaisir. Donc il compose. Oui, il joue. Pardon, il est professeur de solfège en fait, et il joue dans des orchestres, il donne quelques heures aussi de cours de clarinette, et sa passion en fait, c'est de composer effectivement, et ça fait un moment qu'il compose, je crois qu'il avait dû commencer vers 17-18 ans, il en a 27 aujourd'hui, et voilà, tout ce qui tourne autour de la musique, mais aussi de la pédagogie, comme par hasard. Les chats font pas des chiens. On est apparemment. Pas d'accord, écoute, je te remercie beaucoup pour ce moment de partage. Il nous reste un petit temps à passer ensemble. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager? Je vais juste te rappeler que le prochain Tipeee, c'est quand? C'est sur inscription, je crois. Oui, effectivement. Le prochain Tipeee, donc tout proche, c'est samedi matin à 10h à Barbie, au café associatif Au Bonheur d'une Pause, et puis sur Aix-les-Bains à partir de 2020. Donc un Tipeee en soirée le 23 janvier chez Céline, chez Exacafé Famille, de 19h à 20h30. Donc là, effectivement, il faut s'inscrire. Et puis un autre Tipeee le 15 février aux Belles Histoires, place Clémenceau à Aix-les-Bains, un samedi matin à 10h. Et j'en profite pour dire que pourquoi ne pas offrir à Noël un cadeau atypique, ludique et écologique. Écologique pour soi, écologique pour l'environnement, puisqu'il ne fait pas de déchets, mais il peut produire par contre beaucoup de richesses. Merci, très bonne idée. Je crois que tu as quelque chose à nous partager d'important, donc nous allons finir avec ce texte que tu as apporté. Oui, j'avais envie effectivement de partager un conte qui a été écrit par Jacques Salomé dans son ouvrage qui s'appelle « Conte à aimer, conte à s'aimer ».
et qui s'appelle Le conte de l'homme qui se met des rêves de vie. Il était une fois un homme qui exerçait un bien curieux métier. Un métier qu'il avait inventé au mi-temps d'une vie mouvementée et qu'il pratiquait au quotidien de ses rencontres. Un métier rare qui consistait à semer des rêves de vie chez les personnes qu'il croisait. Oh, ne croyez pas qu'il imposait quoi que ce soit, pas du tout. Dans une rencontre, après quelques échanges, il déposait quelques mots, une phrase, une image ou une métaphore. Et son interlocuteur repartait, ensemencé d'un rêve qui allait se développer en lui dans les semaines, les mois ou les années à venir. Car il y a des rêves qui ont besoin de beaucoup de temps pour mûrir, se développer et, un matin ou un soir, éclore au grand jour de la vie d'un homme ou d'une femme. Vous allez me demander bien sûr comment il procédait, comment il arrivait à trouver ces mots, ces petites phrases qu'il déposait chez ceux qu'il rencontrait. De la façon la plus simple. Tout d'abord, il écoutait. Tout simplement, il écoutait. Il écoutait avec ses yeux, il regardait avec la totalité de son corps. Il appelait cela labourer le terrain pour le préparer. Puis il disait « Dans ce que vous venez de dire, voici ce que j'ai entendu. » Et à ce moment-là, il répétait au plus près ce que venait d'énoncer l'autre devant lui. Il redonnait ainsi simplement, respectueusement, à la personne ce qu'elle venait de lui dire. Il appelait cela débroussailler, élaguer. Et le plus souvent, il y avait, entre ce que la personne avait exprimé et ce qu'il renvoyait, un léger décalage, un espace ouvert pour une écoute nouvelle. L'homme qui se met des rêves de vie savait que la véritable écoute est celle qui permet à celui qui parle d'entendre enfin ce qu'il dit. Cet homme-là faisait peu de demandes, posait peu de questions. Il y avait en lui comme une sorte de pudeur à dépendre de la réponse de l'autre. On sentait parfois en lui la trace, le souvenir de déceptions et même de blessures anciennes. Dans les premiers contacts, sa vulnérabilité étonnait et peut-être cela permettait-il aussi à ceux qu'il rencontrait d'oser se dire en confiance, dans un lâcher-prise libérateur. J'en sais plus d'un, et même plus d'une, chez lesquels il a semé l'envie d'exister plus fort, plus pleinement. J'en connais qui lui doivent quelques-unes de leurs plus belles naissances. Je crois qu'ils sont nombreux à apprécier de ne se sentir en rien redevables de ces instants de liberté où un rêve s'éveilla en eux et commença de transformer leur vie. Si vous-même êtes attentif, présent à l'imprévisible d'une rencontre, vous allez certainement croiser le chemin d'un semeur de rêves. Ils sont plus nombreux que vous ne l'imaginez. Et peut-être vous qui me lisez à l'instant, êtes-vous un semeur de rêves sans même le savoir. Merci. Merci beaucoup Marie-Pierre. Merci. Et merci à nos auditeurs que je salue. Auditeurs, auditrices, à bientôt. Merci Laurence. Merci encore. Belle journée à tout le monde. Merci Radio Grand Lac. Merci effectivement Radio Grand Lac.